Le document d'orientation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025 présenté aux députés. Dans ce magazine, nous reviendrons sur les objectifs et le contenu de ce référentiel et vous entendrez l'appréciation des députés sur cet exercice. Le projet de loi organique relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'orientation et de suivi de la transition COST est adopté. Quelles sont les attributions du COST? Quelle est l'ambiance qui a prévalu à la plénière portant sur son adoption? Décryptage dans ce numéro. Et nos députés sont en intercession. Alors, qu'est-ce que l'intercession? Quelles sont les activités prévues pendant cette période? L'honorable Edwige Nino Yamyogo Sankara, président de la commission en charge du genre et de l'action sociale, est notre invité. Le décor ainsi planté, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la tribune du Parlement. Le ministre en charge des Finances et de l'Économie était face aux députés le 30 juin dernier. Seglaro Abel Somé est allé présenter le document d'orientation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025. Ce référentiel soumis à l'appréciation des députés de la transition a pour objectif d'orienter l'élaboration de la loi de finances de l'année en cours conformément à la loi organique 073 relative aux lois de finances. On en sait davantage du contenu de ce document dans ce reportage signé Innocent Darankoum, Idrissa Warga et Chloïmé Alain Koulibaly. Seglaro Abel Somé face à la représentation nationale. Le ministre en charge des Finances et de l'Économie expose ici aux députés les ambitions économiques du gouvernement. Le contexte sécuritaire donne lieu à des réajustements budgétaires et tout est mis en œuvre pour réunir les conditions favorables à un retour de la paix au Burkina Faso. Les efforts déployés à l'endroit des secteurs prioritaires seront renforcés afin d'assurer la production de biens et services de base en quantité et en qualité pour les populations en général et les plus défavorisées en particulier. Un accent sera mis sur les secteurs de la défense et de la sécurité en vue d'assurer les moyens nécessaires pour faire face à la crise sécuritaire. En termes de modernisation des procédures de la dépense publique, il s'agira de poursuivre la dématérialisation des processus de passation de la commande publique et des documents de la chaîne de la dépense publique. Tour à tour, les députés s'invitent au débat. Des questions sur les risques budgétaires potentiels et les mesures d'atténuation prévues sont abordées. Au sortir des échanges, chacun y va de son analyse. C'est un document qui nous a permis de connaître et de maîtriser davantage le cadrage budgétaire qui doit orienter l'élaboration et l'exécution des budgets des 3 prochaines années. C'est un document qui permet aux parlementaires que nous sommes de pouvoir suivre l'élaboration du budget, l'exécution du budget et d'exercer notre mission de contrôle. Ce débat d'orientation budgétaire s'inscrit en conformité avec la loi organique numéro 73 relative aux lois de finances. Il a pour objectif d'orienter l'élaboration de la loi de finances de l'année. 11 projets de loi portant autorisation de ratification étaient à l'ordre du jour de la séance plénière du 14 juin 2022. Les membres de l'exécutif présents à la plénière ont apporté les arguments nécessaires pour défendre ces projets de loi. Anatole Nakoulman, Idrissa Warga, Alizeta Nakanabo, Kwanda nous font la synthèse. 11 projets de loi portant autorisation de ratification examinés par la représentation nationale. C'est à l'unanimité que l'ensemble des textes de loi ont été adoptés. Des dossiers aux thématiques qui touchent les secteurs d'activité tels que la santé, l'agriculture, la mobilité urbaine et les infrastructures routières. À l'heure actuelle, avec les problèmes d'insécurité, on a besoin de ces infrastructures-là pour permettre aux forces de l'ordre de faire rapidement des déplacements. Alors donc c'est vraiment intéressant qu'on ait des projets relatifs à, en tout cas, la réalisation des infrastructures routières. Il y a le projet de résilience régionale d'appui au pastoralisme au Sahel, qui est un projet qui va permettre de renforcer les capacités des acteurs, des passeurs au niveau des zones rurales.
Les attentes des parlementaires vis-à-vis de l'exécutif quant à la bonne conduite de ces projets ne sont pas des moindres. Nous souhaiterons que ces projets soient bien exécutés dans leur forme, donc nous exhortons l'exécutif à mettre tout en œuvre de telle sorte que ces projets puissent aboutir conformément au cahier de charge de cette mission-là. Le quitus de la représentation nationale pour les 11 projets de loi portant autorisation de ratification va permettre aux différents ministères de poursuivre la mise en œuvre des projets de développement au profit des populations. Réunis en séance plénière ce jeudi 9 juin 2022, les députés de l'Assemblée législative de transition ont dit oui au projet de loi organique relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'orientation et du suivi de la transition COST après l'examen du dit projet. Que peut-on retenir globalement de cette loi? Quels sont les enjeux et les dispositions y afférentes? Anatole Nakoulman, Innocent Darankoum, Idrissa Warga et Axel Nicole Yaro nous éclairent sur le sujet. 65 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre. Le projet de loi relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'orientation et de suivi de la transition COST est adopté. Ce vote intervient à la suite de la lecture du rapport de la Commission des affaires générales, institutionnelles, des droits humains, KJDH, et l'avis de la dite commission d'adopter ce projet de loi afin de mieux éclairer la suite de la transition. Depuis la commission, on a essayé d'échanger pour mieux comprendre le projet de loi, qui en rappel est déjà un projet de loi organique prévu par la charte de la transition et qui vient compléter les organes censés gérer la transition au Burkina Faso. Les débats en commission ont permis quand même de mieux situer les députés aussi sur surtout les fonctionnements entre institutions. Est-ce que ça va apporter en termes d'équilibre au niveau de la transition? Cette loi organique intervient comme un levier d'action et permet de disposer d'un organe de suivi et de mise en œuvre des missions de la transition, notamment pour les questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. Il est important pour nous de réfléchir refondation, de réfléchir, rassembler en fait les valeurs positives sur lesquelles notre pays doit s'appuyer pour avancer. Alors, il ne faut pas les jeter par la fenêtre. Il faut mettre en place un dispositif qui va être là, qui va mettre ça à la disposition du président élu. Le Conseil d'orientation et de suivi de la transition COST est le deuxième organe politique au Burkina Faso, avec 40 conseillers nommés par le chef de l'État et mis à sa disposition. Autre registre, le président de l'Assemblée législative de transition était en visite à la Fédération des églises et missions évangéliques. C'était le mercredi 22 juin 2022 où il a rencontré les premiers responsables de la fédération. Le compte-rendu de cette visite de courtoisie avec Anatole Nakoulman et Alizeta Nakanabo Kwanda. Le président de l'Assemblée législative de transition, accompagné d'une délégation de parlementaires, reçus par le président de la Fédération des églises et missions évangéliques. Une visite de courtoisie qui a servi de cadre d'échange sur les travaux des députés. Nous avions 45 jours donc, de session parlementaire pour examiner l'ensemble des lois qui nous étaient transmises par le gouvernement. Vous avez suivi effectivement la cérémonie donc, de clôture où il y a eu 27 projets de loi qui nous ont été soumis. Il a fallu travailler pendant donc, des heures indues, parfois à 1h, 2h du matin pour pouvoir finaliser ces lois. Et donc, après cela, il nous était important quand même que nous puissions faire ces visites de courtoisie. Honorée par la visite des parlementaires, la Fédération a marqué sa disponibilité à accompagner le Parlement avec ses prières, conseils et bénédictions. Nous bénissons le Seigneur pour cette visite. Nous avons prié et nous allons continuer de prier pour l'Assemblée législative de transition pour que nous puissions vraiment travailler à se mieux vivre ensemble. Cette visite de courtoisie fait partie de la série de rencontres initiées par le chef du Parlement depuis le 27 mai 2022 aux autorités coutumières et religieuses. Dans la même veine, le président de l'ALT a rendu une visite de courtoisie au président de la conférence épiscopale Burkina-Niger le 24 juin.
Une visite de courtoisie qui a servi de cadre d'échange d'idées pour un meilleur vivre ensemble au pays des hommes intègres. Suivez plutôt. Le président de l'Assemblée législative de transition au siège de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Cette rencontre entre dans le cadre d'une série de visites du chef du Parlement burkinabé auprès des autorités religieuses. Nous sommes dans une dynamique effectivement d'échange avec l'ensemble des composants de notre nation, puisque déjà au niveau de l'AFT, il y a un certain nombre de composantes qui sont présentes, mais il fallait quand même que nous rendons ces visites d'échange avec les différentes confessions religieuses pour demander bien sûr à ce que nous puissions travailler la main dans la main dans l'intérêt supérieur de notre nation. Le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Laurent Dabiré, tout en prodiguant ses conseils et ses bénédictions à la délégation, salue cette démarche. C'est une ouverture, une main tendue pour que nous puissions travailler ensemble, chacun dans son ordre, mais pas comme des rails qui ne se rencontrent jamais, mais comme des forces qui se compénètrent pour que la synergie d'action puisse bénéficier au relèvement de notre pays. Le président Aboubakar Touguyeni était accompagné d'une dizaine de députés. Cette visite intervient après celle qui a eu lieu au palais du Moro Naba Bango, ainsi qu'à la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina Faso. L'interview express de ce numéro s'intéresse à l'intercession. Depuis le 18 juin dernier, les députés de l'ALT sont en intercession. Mais qu'appelle-t-on intercession? Est-ce le moment pour les députés d'observer une pause? Gaïla Barro en parle avec l'honorable Edwige Ninon Yamiogo Sankara, la présidente de la commission en charge du genre et de l'action sociale. Honorable Edwige Ninon Yamiogo Sankara, bonjour. Bonjour madame. Depuis le 18 juin dernier, les députés sont en intercession. Déjà, dites-nous ce que c'est que l'intercession. Il faut dire que l'article 25 du règlement de l'Assemblée législative de transition dispose que annuellement, l'Assemblée tient 2 sessions ordinaires. Et pendant ces sessions ordinaires, il y a un certain nombre d'activités qui se mènent. Il faut noter aussi que l'intercession, c'est la période qui se situe entre 2 sessions ordinaires, à l'exception faite bien entendu des sessions extraordinaires. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les députés sont en vacances pendant cette période-là? Il convient d'abord de revenir sur le fait que pendant les périodes de sessions ordinaires et de sessions extraordinaires, ce sont vraiment des temps forts de travail parlementaire, notamment pendant ces sessions, il y a l'examen des projets de loi et de propositions de loi. Mais il faut dire que pendant les périodes d'intercession, on ne peut pas parler de vacances. On ne peut pas parler de vacances, pourquoi? Parce que ce sont des périodes pendant lesquelles le député a amené aussi à pouvoir exécuter un certain nombre de missions. Des missions assez régaliennes, à savoir la conduite de missions d'information et aussi la participation à des commissions d'enquête parlementaire qui sont des outils par excellence du contrôle de l'action gouvernementale. Et ces moments aussi d'intercession offrent l'occasion pour les députés de pouvoir renforcer leurs capacités. Vous avez vu tout dernièrement qu'il y a une session qui a été organisée à l'attention de tous les députés et qui ont permis quand même de pouvoir voir dans quelle mesure ils peuvent se familiariser avec la conduite des missions et d'information et des enquêtes parlementaires. Donc ce sont des moments qui permettent quand même aux députés de pouvoir être aussi au contact de la population. Donc l'un dans l'autre, on ne peut pas parler de vacances en tant que tel. Vous êtes la présidente de la commission genre, santé, action sociale et humanitaire. Est-ce qu'il y a un programme pour cette commission pendant
cette période-là? Concernant la commission en charge du genre, des questions de santé et d'action humanitaire, c'est tout comme les autres commissions. Il est prévu un programme d'activité qui constitue un peu la boussole pour la commission. Donc pendant l'intersession, nous venons de débuter, mais nous avons programmé un certain nombre d'activités et de plusieurs ordres également. Nous avons des activités de formation. Et par exemple, nous avons inscrit une activité qui est de permettre aux députés de pouvoir s'approprier les différentes thématiques qui relèvent de la commission genre. Parce que vous savez, en plus des questions de santé et de genre, il y a des questions de formation professionnelle qui se greffent et les questions de jeunesse. C'est de permettre aux membres de la commission de pouvoir s'approprier ces différentes thématiques afin de pouvoir jouer leur rôle comme il se doit. Il faut dire aussi que dans notre programme d'activité, nous prévoyons un voyage d'études dans un pays de la sous-région afin de pouvoir aller nous imprégner des réalités et des avancées dans le domaine de la famille, dans le domaine du genre, pour venir mieux implémenter et mieux exécuter les missions à nous assignées. Depuis le 18 juin, est-ce que votre commission, vous avez parlé d'un certain nombre de programmes d'activités, est-ce que vous avez déjà mené une activité? Nous avions eu à participer à une activité qui concernait tous les députés. Mais dans les prochains jours, nous allons dérouler le programme relevant spécifiquement de la commission. Que fait l'honorable Yamégo actuellement? D'abord, je dirais que la fonction de président de commission, c'est une fonction qui ne déroge pas au fait que je suis député. Mais en dehors de ça, la fonction de président de commission astreint à un certain nombre de tâches administratives. À savoir qu'il y a les études de dossiers et le traitement des dossiers. En dehors de ça aussi, il faut dire qu'en tant que présidente de commission, je suis amenée à pouvoir représenter l'Assemblée législative de transition à un certain nombre d'activités. Donc il y a cette fonction aussi de représentation qui se greffe aux fonctions administratives. Merci à vous d'être venu. C'est moi qui vous remercie plutôt de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer sur un certain nombre de sujets. Afin de permettre aux enfants des martyrs civils et militaires de bénéficier du soutien de l'État, le Conseil national de la transition a adopté en septembre 2015 une proposition de loi portant statut de pupille de la nation. Cette loi non mise en œuvre a été à nouveau transmise à l'Assemblée législative de transition pour examen, mais cette fois sous forme de projet de loi, donc une initiative gouvernementale. Cela a suscité de vifs débats en plénière avant la caution de la représentation nationale. Suivez à ce propos ce dossier signé Anatole Nakoulman, Inosa Darankoum et Anna-Lucie Kéré. 15 septembre 2015, au Conseil national de la transition, les députés adoptent à l'unanimité le projet de loi portant statut de pupille de la nation. Sont éligibles à ce statut les enfants mineurs des militaires, des paramilitaires et des civils décédés des suites d'une blessure reçue dans l'accomplissement d'une mission de guerre, d'une mission de sécurité publique ou d'un conflit interne. 7 ans après, cette loi n'a pas été mise en œuvre. Elle a été réintroduite à l'ALT, l'Assemblée législative de transition, sous forme de projet de loi émanant du gouvernement pour examen. D'où ces réactions. Je suis ravi de savoir que c'était même une proposition de loi. Ça veut dire que des gens ont dû réfléchir sérieusement pour proposer des solutions à des problèmes réels de notre État. Je crois que si on disait que c'était une relecture de la loi CNT, on aurait été plus sincère avec nous-mêmes. Vous m'excusez, mais c'est vraiment ce que je pense. Les députés ont d'autres préoccupations. Est-ce que vous pouvez rassurer réellement qu'après recensement de tous les pupilles de la nation, vous pourrez prendre en charge tous les enfants qui seront recensés? Quelles sont les garanties
que le gouvernement peut donner à la représentation nationale, que cette loi ne tombera pas en désuétude comme celle de 2015, d'autant plus que les décrets d'application, à ce que je sache, ne sont toujours pas disponibles. Venu défendre le dossier au nom de l'exécutif, le ministre en charge de la solidarité nationale est appelé au parloir par le chef du Parlement pour des éclaircissements. Le gouvernement voudrait rassurer la représentation nationale qu'il prendra toutes les dispositions pour que tout enfant pupille bénéficie donc de ses droits et privilèges. Vous savez bien qu'il y a des règles légistiques qui gouvernent la relecture d'un texte législatif. En substance, il ressort que si plusieurs dispositions sont touchées, il convient donc de proposer une nouvelle loi. Aussi, vous verrez dans l'exposé donc des motifs que nous avons fait des précisions en disant que c'est en relecture donc de la loi 062. Nous vous remercions en tout cas pour toutes les contributions enrichissantes que nous avons pu relever pour que cette loi soit effectivement pratique. Étant entendu que cette loi est effectivement assortie d'un décret d'application. Le ministre Zungrana est soutenu par les membres de la CGSAS, la Commission du champ, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, saisie pour l'examen au fond du dossier. Ils se disent convaincus de la pertinence du projet de loi portant statut de pupille de la nation après avoir auditionné les nombreux acteurs concernés par le dit projet de loi. Fondant ses analyses sur l'urgence d'une solidarité envers ses enfants, la Commission dans l'intérêt supérieur de la nation recommande à la plénière l'adoption du présent projet de loi. C'est à l'unanimité que ce texte de loi a été adopté. Désormais, le Burkina dispose d'un cadre juridique qui va faciliter la mise en œuvre de la loi. À l'Assemblée législative de transition, il y a différents corps de métier, parmi lesquels on dénombre les huissiers. Mais qui sont ces huissiers? Quels sont leurs rôles et missions au sein de l'institution parlementaire? Mélégué Traoré, ancien président du Parlement burkinabé, nous en parle. Dans beaucoup d'institutions, surtout dans le protocole, c'est un terme générique pour désigner des agents qui sont là, normalement, pour introduire les personnalités à une cérémonie, etc. etc. Et l'expression huissier est essentiellement utilisée dans la justice. Au cours des procès, vous avez l'huissier qui est là, c'est le support. Ce terme est beaucoup utilisé dans les parlements également à travers le monde entier pour désigner des agents qui sont là et qui permettent à la séance plénière de fonctionner. Et qui permettent d'abord que le président soit toujours accompagné, c'est-à-dire que les huissiers, en plus du protocole, ont accès direct au président de l'Assemblée. Et pendant les séances, c'est eux qui sont là pour présenter les dossiers, amener les dossiers donnés au président. Les députés ne pouvant pas communiquer directement à l'intérieur de la plénière, il y a eu des aides qui sont là, ça c'est les huissiers. Tout ce qui est communication entre les députés passe par les huissiers. Il faut savoir que normalement c'est les seuls, en dehors des élus, qui doivent se trouver dans la salle de séance. Il n'est même pas normalement autorisé, à l'aide des camps, d'être dans la salle de séance. Il n'y a que les députés et les huissiers qui ont le droit d'être dans la salle de séance. Avant, on n'autorisait pas la télévision. Dans beaucoup de parlements, jusqu'en Grande-Bretagne, qui est la mère des parlements, ils ont été les derniers à accepter la télévision. C'est très important les huissiers à cause de ça. Mais c'est complètement différent du protocole. Je vois ici que souvent on mélange, mais ça n'a rien à voir avec le protocole. C'est vraiment eux qui font fonctionner les plénières, qui font fonctionner le Parlement en tant qu'institution. Ici, c'est sur recrutement, pour que ce soit juste et équitable. Et les premiers qu'on a recrutés comme ça a été les experts. Et j'ai fait venir le recteur de l'université à l'époque, plus le jury, c'était les professeurs de l'université. Ils sont venus, ils sont restés une semaine à l'Assemblée pour pouvoir faire les premiers recrutements sur test et concours.
C'est sur ces notes que nous refermons ce magazine. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour un autre numéro de la Tribune du Parlement.